Comme prévu, je vais commencer des cours sur l'évaluation des entreprises. Il s'agit d'un sujet très intéressant, mais avant de commencer ces cours, je vous remercie infiniment d'être abonné à ma chaîne. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à mes cours et de plus en plus d'étudiants et d'élèves qui arrivent finalement à bien comprendre et saisir leurs cours grâce à cette chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir. Dans le cadre de cette liste de cours que je vais vous préparer, je vais aborder les différentes méthodes d'évaluation, en tout cas les plus connues d'entre elles. Tout d'abord, avant de commencer, la question qui se pose naturellement: pourquoi il y a plusieurs méthodes et non pas une seule méthode d'évaluation? Et c'est une question très intéressante. Avant de vous exposer les différentes méthodes, je vais vous dire d'abord qu'est-ce que ça veut dire évaluer une entreprise. Je vous le dis tout de suite, évaluer une entreprise, ce n'est pas une tâche facile. N'oubliez pas ici de mettre un chapeau sur le A de tâche, sinon ça signifie une tâche comme celle-là par exemple. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas facile en fait d'évaluer une entreprise. Vous avez par exemple une entreprise qu'on va illustrer par cette image. La question qui se pose: de quelle manière je peux évaluer cette entreprise? En d'autres termes, comment je peux donner une estimation, une valeur objective de cette activité exercée par cette entreprise? Une évaluation en général est très relative. Même si je prends l'exemple d'un seul bien sur le marché, ça reste difficile, voire impossible de donner une valeur objective à ce bien. Comment je peux évaluer ce t-shirt sur le marché par exemple? D'une manière spontanée, je peux me référer directement au prix sur le marché, à savoir par exemple 15 euros. Mais ce prix de 15 euros est le produit de l'offre et de la demande sur le marché. Et l'offre et la demande sur un marché évoluent également avec le temps. Ce qui fait que ce prix peut évoluer soit à la hausse, soit à la baisse avec le temps. Et même si je prends cette unité de mesure avec laquelle j'évalue ce t-shirt, on va tout de suite remarquer que ce n'est pas un outil fiable ou bien stable avec le temps. Cette unité monétaire également peut s'évaluer sur le marché. Et sa valeur peut fluctuer soit à la hausse, soit à la baisse également. Et par quoi on évalue la monnaie? On l'évalue par la quantité de biens qu'on peut acheter avec. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Comme par exemple, combien de t-shirts cette unité monétaire peut acheter. Dans ce cas, c'est une fraction d'un 15e. Vous voyez bien ici à quel point c'est difficile et c'est relatif d'évaluer un seul bien sur le marché, car on évalue sur le marché les biens avec la monnaie et on évalue en même temps la monnaie avec les biens qu'on peut acheter avec. Ici, je vous donne juste un exemple très simple pour vous montrer à quel point la tâche d'évaluer quelque chose est difficile. Alors évidemment, cette tâche est d'autant plus compliquée quand il s'agit d'évaluer une entreprise qui est un organisme très compliqué et très complexe. Et cela répond à la question: pourquoi il y a plusieurs méthodes d'évaluation de l'entreprise. Dans le cas par exemple de cette entreprise, sa valeur peut être repérée sur plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau immobilier, combien ça vaut par exemple ce local et les différents biens immobiliers de l'entreprise. Je peux évaluer par exemple le côté financier, c'est-à-dire l'aspect rentabilité de cette entreprise. Je peux aussi voir l'aspect social dans cette entreprise. Est-ce que le personnel est qualifié et c'est quoi la vision des dirigeants de cette entreprise? Je peux voir également sa valeur sur le marché, c'est-à-dire par rapport au secteur d'activité, mais aussi la position concurrentielle de l'entreprise. Vous voyez qu'on peut aborder la valeur de cette entreprise sur plusieurs niveaux. Et ces différentes évaluations peuvent donner lieu à une estimation qualitative ou bien une évaluation chiffrée. Et on peut également adopter une évaluation différente selon le motif pourquoi on fait cette évaluation. Par exemple, si l'évaluation est faite par l'entreprise dans le cadre d'une liquidation par exemple, ce n'est pas pareil que si l'évaluation est faite pour pouvoir prendre une décision d'investissement dans l'entreprise.
l'entreprise. Eh bien, ce qui m'intéresse davantage à développer dans ces cours, c'est la vision investissement dans l'entreprise, c'est-à-dire aborder les différentes méthodes pour pouvoir prendre une décision éclairée d'investissement ou pas dans une entreprise. Avant de vous exposer les différentes méthodes utilisées pour évaluer une entreprise, il est indispensable d'avoir quelques notions de base de l'analyse financière. Pour cela, je vais vous faire quelques rappels importants pour juger la santé financière d'une entreprise. Tout d'abord, la première chose à bien maîtriser, c'est la lecture d'un bilan comptable. Alors, je vais prendre cette image pour vous expliquer un petit peu comment ça marche globalement. Un bilan est composé de deux colonnes. La colonne de droite est appelée passif et celle de gauche appelée actif. Alors en finance, ce qui est intéressant, ce n'est pas le détail de chaque colonne, mais de savoir décomposer ces deux colonnes en grandes masses bilantaires. D'une manière générale, au passif, on a les ressources financières dont dispose l'entreprise. Et tout ce qu'on fait avec ces ressources-là doit apparaître dans la colonne actif. Donc, à l'actif, on a les emplois. Et ces emplois, ça peut prendre plusieurs formes. Pareil pour les ressources. Au passif, d'abord, on commence par les capitaux propres. C'est l'argent qui appartient au propriétaire de l'entreprise. Et puis vous avez les dettes à plus d'un an, c'est ce qu'on appelle aussi les dettes à long terme. Et puis par après, on classe les dettes à court terme ou bien à moins d'un an. À l'actif du bilan, on commence par ce qu'on appelle actif immobilisé. C'est tout ce qui est durable dans l'entreprise. C'est tout ce qu'on achète pour une utilisation sur plusieurs années. Et cela représente l'investissement proprement parlé de l'entreprise. Et puis, il y a l'actif circulant. Et dans l'actif circulant, on a tout ce qui n'est pas classé dans l'actif immobilisé. En finance, on utilise cette structure de masse bilantaire pour avoir une vue d'ensemble comment ça a été financé en fait le projet de l'entreprise à l'actif ici. Ou bien de quelle manière ces ressources qui sont classées par ordre décroissant d'exigibilité, c'est-à-dire que les ressources qu'on doit rembourser rapidement se trouvent en bas du bilan et plus on monte, plus on trouve des ressources qui restent durablement dans l'entreprise. Et le classement des actifs ici, c'est par ordre décroissant de liquidité. On commence d'abord par ce qui n'est pas liquide, c'est-à-dire durable dans l'entreprise, qu'on ne peut pas vendre rapidement ou bien transformer rapidement en argent liquide. Et puis plus on descend, plus on va avoir de la liquidité jusqu'à la fin de ce classement où on va trouver notre compte bancaire et la caisse, qui représente de l'argent liquide à disposition. Eh bien, en finance, on regarde bien, est-ce que tout ce qui est de long terme, ici au passif, c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents qui regroupent les capitaux propres et les dettes à long terme. Donc, est-ce que ces ressources-là sont suffisantes pour financer tout ce qui est durable dans l'entreprise, à savoir tout ce qui est actif immobilisé. Et sa différence, c'est bien ce qu'on appelle le fonds de roulement net. Et donc, un premier indicateur de la santé financière d'une entreprise, c'est d'avoir un fonds de roulement net positif. Ce qui signifie qu'après avoir financé tout ce qui est durable dans l'entreprise, il reste encore à disposition de l'entreprise des ressources financières qui sont de long terme. Je ne vais pas rentrer ici en détail des manipulations à faire sur un bilan comptable pour organiser un bilan financier de cette manière. Et ces manipulations pour passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel n'apportent pas trop d'impact sur la structure globale d'un bilan comptable. Je peux vous faire des cours plus tard sur les différents calculs qu'on effectue dans ce cadre pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier ou bien fonctionnel. Mais ce que j'aimerais bien que vous captez pour le moment, c'est que on peut voir directement et rapidement des indicateurs financiers qui portent une signification importante sur la santé financière d'une entreprise. Et le premier indicateur à regarder, c'est justement ces deux ressources qui sont de long terme doivent dépasser ce que constitue l'actif immobilisé ici. Dans le cas inverse où le fonds de roulement net est négatif, c'est-à-dire que ces ressources de long terme ne dépassent pas en fait l'actif immobilisé,
Eh bien, dans ce cas, l'entreprise peut faire recours à des dettes de court terme pour financer ce qui est de long terme dans l'entreprise. Et ça, c'est très risqué et ça peut mettre à mal le roulement normal de l'entreprise, son fonctionnement. D'où la notion de fonds de roulement. Il s'agit de l'argent nécessaire pour faire rouler le projet de l'entreprise globalement. C'est-à-dire installer tout ce qui est durable dans l'entreprise, comme par exemple acheter un local, acheter des machines, installer tout ce qui est à installer dans l'entreprise. Et ça doit se financer par tout ce qui est de long terme comme ressources. Et puis l'entreprise a besoin de financer cette partie-là qui constitue ce qu'on appelle le cycle d'exploitation de l'entreprise. Comme par exemple dans le cas d'une entreprise industrielle, acheter des matières premières, fabriquer des marchandises, vendre des marchandises aux clients. Et puis on recommence ce processus. C'est quelque chose qui circule dans cet ordre-là. Et ce processus, ça nécessite de l'argent pour le faire fonctionner. Car avant de recevoir l'argent du client, on doit d'abord acheter des matières premières et payer tous les frais de fabrication et de mise en vente des marchandises. Eh bien, tout cet argent-là dont on aura besoin reste une dette à payer aux fournisseurs. C'est-à-dire à qui on va acheter des matières premières ou bien à qui on va payer les factures d'électricité, de gaz, etc. Et en comptabilité, toutes ces personnes-là s'appellent fournisseurs. Donc, l'entreprise doit payer de l'argent aux fournisseurs, elle dispose d'un délai de paiement pour ça, et puis l'entreprise va vendre des marchandises aux clients en lui accordant normalement un délai de paiement. Mais le problème pour l'entreprise, c'est qu'elle doit avancer l'argent aux fournisseurs avant de recevoir l'argent du client. C'est pour ça qu'on parle dans ce cas d'un besoin en fonds de roulement. Et comme son nom l'indique, c'est un besoin d'argent pour financer en fait ce cycle d'exploitation. Et comment on calcule ce besoin en fonds de roulement? On fait l'actif circulant hors la trésorerie de l'entreprise moins les dettes à court terme. Et plus cette différence est petite, plus c'est bien pour l'entreprise. Et ça peut être aussi négatif dans le cas où, par exemple, le délai de paiement des clients est très court, c'est-à-dire les clients payent tout de suite, mais par contre, on dispose d'un délai de paiement pour payer toutes les factures aux fournisseurs. Dans ce cas, ce besoin en fonds de roulement est négatif. Ce qui signifie que l'entreprise, dans ce cas, n'a pas besoin d'argent pour financer ce cycle d'exploitation. Mais dans une situation normale, il faut que le fonds de roulement net doit couvrir le besoin en fonds de roulement après avoir financé tout ce qui est durable dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'argent qui restera ici dans cette partie-là après avoir financé tout ce qui est durable doit financer en cas de besoin ce cycle d'exploitation. Et la différence qu'il y a entre ces deux indicateurs, c'est bien la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent liquide qui reste à l'entreprise après avoir financé toute cette partie-là. Et on peut avoir une trésorerie négative. Dans ce cas, on la trouve ici, sous forme de crédit de court terme accordé par la banque. Après ce regard rapide sur un bilan comptable pour en tirer des conclusions au niveau analyse financière, eh bien ce qu'on peut regarder également, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Il s'agit d'un tableau qui résume les charges et les produits de l'entreprise. Et les produits moins les charges, ça fait le résultat. Dans ce document, on va parler de 3 types de résultats. Vous avez le résultat d'exploitation qui provient de la différence entre produits d'exploitation et charges d'exploitation. Alors, qu'est-ce que ça signifie produits d'exploitation et charges d'exploitation? Il s'agit de l'activité principale de l'entreprise. Comme exemple, vous avez dans les charges l'achat de marchandises, de matières premières. Tout ça, ça s'effectue dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise. Et puis, dans les produits d'exploitation, vous avez principalement les ventes de marchandises. Et cela représente aussi l'activité principale de l'entreprise. C'est ce qui était prévu de faire dans le cadre de ce projet d'entreprise. Vente de marchandises, on l'appelle aussi le chiffre d'affaires. Et au niveau financier, cet indicateur est très important car ça peut donner une idée sur l'évolution de la croissance au pas de l'activité de l'entreprise. Et pour ça, il faut comparer les données de plusieurs années d'activité. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un résultat financier.
c'est les produits financiers moins les charges financières. En fait, dans le cadre de ce résultat financier, on a tout ce qui est en relation avec la banque. Par exemple, dans les charges financières, on peut avoir comme exemple le paiement des intérêts à la suite d'un crédit bancaire, par exemple. Et dans le cas où l'entreprise reçoit des intérêts de la banque à la suite d'un placement, on parle dans cette situation de produits financiers. Et la différence entre les deux, c'est-à-dire les produits financiers moins les charges financières, ça donne le résultat financier. Et dernièrement, dans ce document, on a le résultat exceptionnel. Comme son nom l'indique, c'est tous les produits et charges qui relèvent d'une activité exceptionnelle de l'entreprise, c'est-à-dire qui ne rentrent pas de ce qui est planifié de faire dans le projet d'entreprise. Comme par exemple payer une amende parce que le camion est mal stationné, ou bien vendre occasionnellement une machine pour la remplacer. Globalement, l'argent qu'on reçoit dans le cadre de cette activité exceptionnelle et l'argent qu'on paye dans le cadre de cette activité exceptionnelle donne notre résultat exceptionnel. Et le résultat global de la société, c'est la somme de ces trois types de résultats. Le résultat d'exploitation plus le résultat financier plus le résultat exceptionnel donne le résultat global de la société. Alors, ce compte de résultat comptable ne donne pas assez d'informations pour en tirer des conclusions sur la manière de constituer ce résultat de l'entreprise. C'est pour ça qu'au niveau financier, on peut partir de ce document pour l'analyser autrement, comme par exemple calculer les soldes intermédiaires de gestion. Alors, je vais vous montrer rapidement en quoi consistent ces soldes intermédiaires de gestion. Vous les avez ici résumés dans ce schéma. En fait, dans le cadre des soldes intermédiaires de gestion, on détaille notre résultat net en passant par toutes ces étapes-là avant d'arriver à notre résultat net final. On part tout d'abord de la marge commerciale qui n'est rien d'autre que la différence entre la vente de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues. Et puis si on ajoute à cette marge commerciale la production de l'exercice, il s'agit de tout ce qui est produit dans l'entreprise. On peut y trouver la production vendue, la production immobilisée et la production stockée. Alors ces deux indicateurs donnent en fait la consommation intermédiaire plus la valeur ajoutée. Ou bien la valeur ajoutée est obtenue en réduisant de tout ça les consommations intermédiaires. Et si on ajoute à cette valeur ajoutée les subventions d'exploitation, on va avoir la somme de ces trois éléments ici. Les subventions d'exploitation, c'est des aides financières de l'État accordées à l'entreprise pour financer son activité d'exploitation. Vous avez ici les charges de personnel, l'impôt et taxes, et ce qui reste, c'est l'excédent brut d'exploitation. On peut obtenir l'excédent brut d'exploitation en réduisant les charges de personnel et impôts et taxes de ces deux éléments ici, à savoir la valeur ajoutée et les subventions d'exploitation. Et ainsi de suite, vous allez avoir la composition de votre résultat, ou bien la manière dont on peut former ce résultat net en passant par toutes ces étapes-là. Et chacune de ces étapes, en fait, nécessite un cours particulier à part que peut-être je vais faire plus tard dans le cadre d'un autre cours. L'idée ici, c'est de vous montrer en fait les documents importants en comptabilité et comment on peut les exploiter pour en tirer des conclusions au niveau financier. Vous avez le compte de résultat qui donne pas mal d'informations mais très peu détaillées et on peut partir de ce compte de résultat pour arriver à quelque chose de plus détaillé que ça, ce qui permet d'en tirer des conclusions sur la manière d'arriver à ce résultat de l'entreprise qui constitue vraiment le but final de chaque activité. Et on peut appliquer plusieurs ratios pour savoir l'importance de chaque élément dans cette structure et ce qui permettra de voir de quelle manière l'entreprise peut améliorer cette structure afin de dégager un résultat plus important. Voilà un peu globalement comment on peut exploiter le bilan et le compte de résultat pour une analyse financière de la société. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de vous montrer un petit peu les différentes méthodes utilisées pour évaluer une entreprise. J'ai présenté un bilan comptable sous forme de masse bilantaire. Je vous ai présenté également le compte de résultat.
avec les soldes intermédiaires de gestion que j'ai illustrés dans ce schéma-là. Tout ce qui est en bleu, c'est des soldes intermédiaires de gestion. Alors, on va garder ça de côté pour le moment. Ce qui est intéressant de faire dans le cadre d'une analyse financière pour exploiter au maximum ces données, c'est de calculer ce qu'on appelle les ratios financiers. Et ces ratios peuvent être calculés sur base d'un bilan comptable ou bien sur base des données du compte de résultats. Les ratios calculés sur base d'un bilan comptable permettent en fait d'analyser la structure financière de l'entreprise. Et quand on calcule des ratios sur base du compte de résultats, à ce moment-là, on analyse la rentabilité de l'entreprise, c'est-à-dire mesurer la capacité de l'entreprise à dégager des bénéfices et des cash flows importants. Alors, je vais vous présenter les plus importants ratios qu'on utilise dans le cadre de l'analyse de la structure de l'entreprise. Et ces ratios sont analysés sur base d'un bilan comptable. Vous avez d'abord le ratio d'autonomie financière ou bien ce qu'on appelle également la capacité d'endettement, et avec ce ratio on peut voir l'importance de l'endettement à long terme de l'entreprise, et ça permet principalement de juger la capacité d'endettement de l'entreprise, et on calcule ce ratio en rapportant en fait les capitaux propres de l'entreprise sur les capitaux permanents. C'est-à-dire que si je me réfère à ce bilan, vous avez ici au passif du bilan les capitaux propres qui viennent en fait des propriétaires de l'entreprise, et les capitaux permanents, c'est la somme des capitaux propres et les dettes à plus d'un an, ou bien ce qu'on appelle les dettes à long terme. Donc, ce ratio d'autonomie financière se calcule en rapportant les capitaux propres sur la somme des capitaux propres et les dettes à long terme. Et ce ratio doit globalement être supérieur à 0,5. C'est-à-dire que les capitaux propres doivent être supérieurs aux dettes à long terme. Et on peut voir clairement ça si par exemple, pour schématiser un petit peu, cela constitue les capitaux propres de l'entreprise, et ça constitue les dettes à long terme. Pour que les capitaux propres divisés par tout ça soient supérieurs à 0,5, c'est-à-dire la moitié, il faut que ces capitaux propres représentent plus que la moitié de toute cette partie-là, c'est-à-dire les capitaux permanents. Et on peut exprimer également ce ratio par simplement le rapport entre les capitaux propres et les dettes à plus d'un an. Et cela doit être supérieur à 1. Donc ici, on a 1 au lieu de 0,5. C'est-à-dire que les capitaux propres devraient être supérieurs aux dettes à plus d'un an pour que ce ratio soit supérieur à 1. En fait, les deux formules reviennent au même. Il faut que les capitaux propres dépassent les dettes à long terme pour qu'on puisse dire que la société bénéficie d'une autonomie financière. C'est-à-dire que le poids du capital de l'entreprise est supérieur à l'argent qui vient de l'extérieur. Il ne faut pas confondre ce ratio avec le ratio d'indépendance financière. Ce ratio d'indépendance financière, appelée aussi de solvabilité, mesure globalement l'importance des capitaux propres dans le total des ressources financières dont dispose l'entreprise. Et cela se fait en rapportant les capitaux propres sur le total du passif du bilan. Et ce ratio doit être globalement supérieur à 1/3 ou bien 25%. Ça dépend des secteurs d'activité. C'est-à-dire que dans ce cas, ces capitaux propres qui appartiennent aux propriétaires de l'entreprise doivent représenter au moins 1/3 de toutes les ressources qui figurent ici au total du passif. Cela signifie que les dettes qui viennent de l'extérieur devraient représenter minimum, ou bien plutôt maximum, 2/3. Donc si on fait les capitaux permanents divisés par les dettes, on devrait arriver à un résultat supérieur à 1/3 pour en tirer la conclusion que la société est solvable. Alors ça signifie quoi solvable? Ça signifie que l'entreprise a la capacité de rembourser sa dette. On verra peut-être d'autres ratios bientôt, mais pour le moment j'aimerais bien aborder
les trois grandes méthodes d'évaluation des entreprises, à savoir la méthode patrimoniale, la méthode appelée la valeur de rentabilité et enfin la dernière méthode, c'est la méthode des comparables. Je commence tout de suite par vous expliquer la méthode patrimoniale. Comme son nom l'indique, ça concerne le patrimoine de l'entreprise et cette méthode est appelée également la valeur mathématique ou la valeur intrinsèque. C'est la méthode utilisée principalement dans ce qu'on appelle l'investissement dans la valeur, ou bien ce qu'on appelle en anglais value investing. L'idée principale de cette méthode, c'est que la valeur d'une entreprise correspond à son actif net, c'est-à-dire le total des actifs, le total de notre actif du bilan, moins les dettes. Pour vous expliquer comment ça marche pratiquement, je vais prendre ce bilan comptable. Je vous rappelle qu'au passif, on a les ressources financières ou bien les dettes de l'entreprise qui vient de l'extérieur et vous avez le capital propre qui appartient au propriétaire de l'entreprise. Et avec ces dettes, on va acheter tout ce matériel, tout ce qu'on a ici à l'actif. Et s'il reste de l'argent, on le trouve dans un compte bancaire ici, tout en bas de l'actif. Et donc, avec la méthode patrimoniale, la valeur de notre entreprise doit se retrouver avec tout ce qu'elle possède ici. Mais de cette valeur de l'actif, on doit réduire les dettes de l'entreprise pour obtenir ce qu'on appelle l'actif net. Mais avec cette méthode, on va chercher davantage dans cet actif net pour éliminer tout ce qui est fictif, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur réellement, mais aussi corriger la valeur de certains actifs pour prendre en compte leur valeur réelle. Et de cette manière, ce qui va être pris en compte, c'est l'actif net réel corrigé. Alors, de quelle manière on peut effectuer une telle démarche? Eh bien, en procédant par la vérification de chaque élément de cet actif du bilan. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans l'actif immobilisé, si on a des bâtiments et des terrains, on peut réévaluer par exemple les immeubles et adapter leur valeur en fonction du marché actuel. On peut éliminer également quelques actifs fictifs comme les frais d'établissement par exemple. Pareil pour d'autres frais comme les frais de recherche par exemple, il faut les éliminer du bilan. Et au niveau actif circulant, on peut vérifier la valeur des stocks et voir si l'évaluation du stock n'est pas exagérée avec l'évolution des prix sur le marché ou à l'inverse sous-évaluée. Et au final, une fois qu'on effectue toutes ces démarches, on va arriver à notre actif net corrigé qui s'obtient en calculant le total de l'actif corrigé et en retirant de ce total les dettes. Et ça donne la valeur patrimoniale de l'entreprise. Alors, en résumé, on peut dire que cette méthode procède de la manière suivante. La première étape, repérer et supprimer les actifs fictifs, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'actif du bilan, mais qui ne porte pas réellement de valeur. Et puis, la deuxième étape, c'est vérifier et rectifier l'évaluation de certains actifs. Certains actifs peuvent apparaître surévalués au niveau du bilan et d'autres actifs peuvent apparaître au contraire sous-évalués. Et puis la troisième étape, c'est de calculer le total des actifs corrigés. Une fois qu'on obtient ce total des actifs corrigés, ce qui reste à faire, c'est de réduire les dettes de ce total de l'actif corrigé. Je vais vous parler maintenant de la méthode Goodwill, ou bien ce qu'on appelle également survaleur ou écart d'acquisition. Comme je vous ai présenté par rapport à la méthode patrimoniale, on détermine la valeur de l'entreprise sur base de son patrimoine. Et pratiquement, cette méthode permet d'évaluer l'entreprise sur base de l'actif net corrigé, c'est-à-dire d'évaluer tout ce qu'on a ici à l'actif en éliminant tout ce qui est actif fictif, c'est-à-dire les actifs qui n'ont pas véritablement de valeur, comme par exemple les frais d'établissement, et en rectifiant certains actifs, soit à la hausse, soit à la baisse, que ce soit au niveau actif immobilisé ou bien actif circulant. Et une fois on détermine cet actif net corrigé, on en réduit les dettes qui se trouvent au passif. Mais le problème avec cette méthode patrimoniale, c'est qu'il y a des actifs qu'on ne peut pas facilement évaluer. Comme par exemple
exemple les marques de l'entreprise, ou bien sa notoriété, son savoir-faire, la qualité de sa clientèle, voire même quelques éléments qu'on peut facilement ignorer, par exemple comme son implantation, etc. Donc, une fois qu'on détermine la valeur de l'entreprise sur base de son actif net corrigé, pour rectifier le fait d'avoir négligé quelques éléments importants de l'entreprise qui sont dans la plupart des cas invisibles, comme la marque, les brevets, etc., eh bien, avec la méthode Goodwill, on va ajouter ces éléments à cet actif net corrigé. Quand il s'agit d'éléments positifs, on parle de Goodwill, et quand il s'agit d'éléments négatifs, on parle de Badwill. À ce moment-là, on va retirer de la valeur à notre actif net corrigé. Et avec cette méthode, on obtient la valeur de l'entreprise en rectifiant notre actif net corrigé en y ajoutant simplement la valeur du goodwill. Alors par rapport à cette méthode patrimoniale, c'est quoi les avantages et inconvénients? Tout d'abord, on peut remarquer que c'est une méthode facile à appliquer car elle se base principalement sur le bilan et sur une analyse historique de la société. Et cette méthode est très importante également quand on l'utilise avec d'autres méthodes d'évaluation que je vais vous présenter bientôt. Par rapport aux inconvénients, dans cette méthode, on se réfère au passé pour évaluer l'entreprise et on oublie les perspectives d'avenir de la société. La valeur patrimoniale convient mieux à celui qui veut vendre son entreprise qu'à celui qui veut investir et acheter une entreprise. Car celui qui veut investir par exemple et acheter une partie de l'entreprise, ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est la capacité de l'entreprise à dégager des bénéfices à l'avenir, peu importe le patrimoine possédé par l'entreprise. Voilà globalement cette méthode d'évaluation des entreprises appelée patrimoniale. La valeur de rentabilité. C'est une méthode d'évaluation ou bien un ensemble de méthodes d'évaluation des entreprises qui se focalise sur l'aspect rentabilité au lieu du patrimoine de l'entreprise. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux documents très importants qui vont servir aux investisseurs pour bien évaluer leur projet d'investissement. Vous avez d'abord le bilan, c'est-à-dire ce qu'elle possède et la provenance des ressources par lesquelles l'entreprise a acheté tout ce qu'elle possède. Au passif, on a toujours des ressources financières. Vous avez les capitaux propres, c'est les propriétaires d'entreprises qui les apportent au projet de la société. Et puis, vous avez les dettes, que ce soit de long terme ou bien de court terme. Et avec toutes ces ressources financières, l'entreprise va installer son projet d'investissement ici. Et la méthode qui se base sur la valeur patrimoniale, en fait, essaye d'évaluer l'entreprise sur base de ce patrimoine. Et dans ce cadre, on essaye d'évaluer tous les actifs que l'entreprise possède en tenant compte des dettes qui viennent des personnes extérieures à l'entreprise. Mais bien sûr, toute cette installation que l'entreprise effectue, c'est pour un seul but ultime, qui est de dégager des bénéfices. Et le document qui détaille comment l'entreprise arrive à dégager des bénéfices, il s'appelle le compte de résultat. Et bien l'autre méthode appelée la valeur de rentabilité va plutôt se concentrer sur ce document pour savoir de quelle manière le projet d'entreprise a une capacité à générer des profits à l'avenir. Donc on se retrouve ici avec deux visions pour un investisseur. Quand on analyse le bilan, on est dans le patrimoine et quand on analyse le compte de résultat, on est plutôt dans la rentabilité. Avec la méthode patrimoniale, on analyse plutôt l'histoire de la société pour mettre à jour tout ce que l'entreprise possède ici à l'actif et estimer la valeur de l'entreprise sur base de cela. Mais avec la méthode rentabilité, on est plus orienté vers la capacité que l'entreprise a à dégager des bénéfices dans le futur. Et dans ce cadre, on peut analyser plusieurs paramètres de l'entreprise. On peut analyser par exemple les différents soldes intermédiaires de gestion. On peut analyser la marge commerciale. On peut analyser la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation,
le résultat d'exploitation et le résultat net de l'entreprise. Chacun de ces indicateurs porte une signification particulière et ça peut aider à comprendre et à projeter en fait l'évolution de la société à l'avenir par rapport à sa rentabilité. Mais on peut analyser d'autres paramètres ou bien d'autres indicateurs dans le cadre de cette méthode d'évaluation par la rentabilité. On peut analyser par exemple la valeur de rendement qui s'intéresse particulièrement aux dividendes distribués par la société. Les dividendes, ça constitue une partie des bénéfices que la société distribue aux actionnaires, à ceux qui possèdent les actions de la société. On peut analyser également la valeur de productivité qui s'intéresse aux résultats nets de l'entreprise. Et dans ce cadre, on peut se baser sur les résultats passés de l'entreprise ou bien les résultats prévisionnels qu'on va actualiser à la date d'aujourd'hui. On peut adopter d'autres méthodes comme par exemple le multiple du résultat qui consiste à appliquer par exemple au résultat net ou bien à l'excédent brut d'exploitation un coefficient multiplicateur. On va peut-être voir des exemples de cela. Il y a aussi la méthode DCF que je vais vous présenter bientôt, Discounted Cash Flow. Cette méthode appelée également méthode des cash flows actualisés. Je vais vous présenter en détail ce que ça représente les soldes intermédiaires de gestion, que je vous résume dans ce magnifique graphique. En général, ce qu'on entend par les soldes intermédiaires de gestion, c'est simplement la décomposition du compte de résultat en plusieurs soldes que vous voyez ici en bleu et qui précèdent notre résultat net recherché par l'entreprise. Avec ces différents soldes, on peut mieux comprendre comment ce résultat s'est formé. Et chacun de ces soldes intermédiaires de gestion porte une signification particulière que je vais aborder et vous expliquer progressivement. Avant de vous expliquer chaque solde, il faut comprendre la signification d'un solde. Un solde, c'est la différence entre deux grandeurs qui sont à l'opposé. Comme par exemple, vous calculez les sorties d'argent de votre compte bancaire et les rentrées d'argent. Si vous faites les rentrées d'argent moins les sorties, eh bien, vous allez avoir un solde qui représente l'argent que vous avez sur le compte bancaire. Eh bien, ces soldes, c'est pareil, à part que ici, on parle de produits et charges. Les produits, c'est des rentrées d'argent et les charges, c'est des sorties d'argent. Et chaque solde que vous voyez ici s'obtient en fait par la différence entre un certain type de produit et un certain type de charge, à part la production de l'exercice qui s'obtient par une somme de produits. On parle de la marge commerciale quand il s'agit d'une activité de négoce, c'est-à-dire une activité commerciale où il n'y a que l'achat et vente de marchandises. Il n'y a pas de transformation de matières premières au sein de l'entreprise. Et ce solde intermédiaire de gestion se calcule simplement par la différence entre la vente des marchandises et le coût d'achat de ces marchandises vendues. Pour vous donner un petit exemple simple, si vous avez acheté par exemple des marchandises à 150 €, ça c'est le coût d'achat, et puis on va dire que vous vendez les marchandises à 250 €. Ça c'est les ventes. Eh bien dans ce cas, la marge commerciale n'est rien d'autre que la différence entre ces deux valeurs. Vous faites les produits moins les charges, c'est-à-dire 250 moins 150, et vous allez avoir une marge commerciale de 100 €. Alors, si la marge commerciale concerne l'activité de négoce, le deuxième solde intermédiaire de gestion, à savoir la production de l'exercice, concerne les activités industrielles. Et pour avoir cette production industrielle, on fait la production vendue à laquelle on ajoute ou bien on soustrait la variation de la production stockée et puis on ajoute à tout ça la production immobilisée. Et puis vous avez le troisième solde, c'est la valeur ajoutée. C'est un indicateur très important qui représente la richesse créée par l'entreprise. Et cette richesse va être distribuée sur tous les agents économiques qui ont contribué à sa création. L'État, par exemple, va prendre les impôts et taxes, ceux qui travaillent dans l'entreprise vont prendre des salaires, et ce qui reste de cette valeur ajoutée, ça représente ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Mais cet excédent brut d'exploitation n'est pas formé que de la valeur ajoutée,
il y a aussi les subventions d'exploitation qui viennent de l'État. Et comment on obtient cette valeur ajoutée? Vous avez la marge commerciale plus la production de l'exercice moins les consommations intermédiaires. Ça vous donne votre valeur ajoutée. Et cette consommation intermédiaire, c'est tout ce qui est acheté pour réaliser cette production de l'exercice. Et si on retire de cette valeur ajoutée les impôts et taxes et les charges de personnel, on obtient notre excédent brut d'exploitation en tenant compte, bien sûr, des subventions s'il y en a par rapport à l'exploitation. En fait, en d'autres termes, l'excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur très important car ça représente la part de la richesse créée par l'entreprise après avoir payé tous les agents économiques externes à l'entreprise. Cet excédent brut d'exploitation, ça représente la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise. Et cette valeur ajoutée, on peut la voir comme un gâteau en fait à répartir. Et donc, une fois que l'entreprise paye tous ceux qui sont externes à l'entreprise, ce qui reste de ce gâteau, c'est bien notre excédent brut d'exploitation. C'est pour ça que cet indicateur est très recherché et très analysé par les investisseurs car ça représente en quelque sorte la capacité de l'entreprise à créer de l'argent, à créer de la richesse pour elle-même en utilisant les différents capitaux dont il dispose. Et cet indicateur peut être dans certains cas négatif. Dans ce cas, on parle d'insuffisance brute d'exploitation. Et après ce solde intermédiaire de gestion, on cherche à calculer le prochain solde intermédiaire de gestion qui est le résultat d'exploitation. Ce résultat d'exploitation, c'est quelque chose de très important également car ça représente le résultat généré par l'activité principale de l'entreprise. Ce résultat d'exploitation représente le résultat économique net de l'entreprise. Et pour obtenir ce résultat, on ajoute à l'excédent brut d'exploitation les reprises sur charges d'exploitation, les transferts de charges d'exploitation et autres produits de gestion. Et puis on retire les dotations d'amortissement et de provision et on retire également les autres charges d'exploitation. Et avec cette opération, on obtient notre résultat d'exploitation. Après le résultat d'exploitation, on a le résultat financier, qui n'est rien d'autre que les produits financiers moins les charges financières. Ces deux résultats, résultat d'exploitation et résultat financier, constituent ce qu'on appelle résultat courant avant impôt, qui mesure la performance de l'activité économique et financière de l'entreprise. Et puis vous avez le résultat exceptionnel qui n'est pas calculé sur base de ce qu'on vient de voir, mais calculé simplement par la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Comme son nom l'indique, tout ce qui se produit exceptionnellement pour l'entreprise, comme une amende par exemple, la vente par exemple d'un terrain, d'un bâtiment ou tout autre actif immobilisé, tout ça, ça constitue des produits exceptionnels pour l'entreprise. Et c'est important de savoir la part de cette activité exceptionnelle dans le résultat net, qui est la somme des trois résultats, à savoir le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. La somme de ces trois résultats, moins l'impôt sur les bénéfices, ça vous donne le résultat net de l'entreprise. Voilà d'une manière globale comment ça se présente les soldes intermédiaires de gestion. Je vais en parler davantage et spécialement les ratios qu'on peut utiliser dans le cadre de ces soldes intermédiaires de gestion. Je vais aborder maintenant quelques ratios qui sont utilisés dans le cadre des soldes intermédiaires de gestion. Ces ratios qui sont liés aux soldes intermédiaires de gestion peuvent être classés par l'objectif recherché. Par exemple, si je veux analyser l'activité de l'entreprise, je cherche les ratios d'activité. C'est des ratios qui visent à savoir comment évolue l'activité de l'entreprise, que ce soit à la hausse ou bien à la baisse. Et puis, il y a des ratios qui analysent le
profit de l'entreprise. Et ces ratios mesurent l'importance du profit dans le chiffre d'affaires de l'entreprise globalement. Et puis, il y a des ratios qui analysent la rentabilité de l'entreprise. Quand on parle de rentabilité, on parle de la capacité d'un investissement à générer des bénéfices. Dans le cadre de l'activité de l'entreprise, on peut mesurer la croissance du chiffre d'affaires. Et dans ce cadre, on peut calculer le taux de croissance du chiffre d'affaires. Alors, ce qu'on indique par le chiffre d'affaires, c'est le montant des ventes hors TVA. Alors, comment ça se calcule ce taux de croissance du chiffre d'affaires? On prend le chiffre d'affaires actuel qu'on va nommer CA1 par exemple, moins le chiffre d'affaires précédent qu'on va indiquer par un petit zéro ici. Alors, ce que je viens d'écrire ici, c'est simplement la différence entre le chiffre d'affaires aujourd'hui et celui de l'année passée par exemple. Et on peut très bien se référer à une autre année dans le passé. Mais puisqu'ici on parle d'un taux, eh bien, on va exprimer cette différence en fonction d'une année de référence qui est l'année passée. Et pour ça, on divise tout ça par CA0. Et comment on peut lire ce ratio? En fait, c'est simplement la différence du chiffre d'affaires d'une année à l'autre exprimé en pourcentage d'une année de référence. Et pour avoir le pourcentage, il faut multiplier par 100. Et ça, c'est un premier indicateur important pour mesurer l'évolution de l'activité de l'entreprise d'année en année. Si je prends un exemple pour voir pratiquement ce que ça donne. On va dire par exemple qu'une entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 euros. On parle du chiffre d'affaires actuel, cette année par exemple. Et puis, on va regarder l'année précédente, on va trouver par exemple un chiffre d'affaires de 75. Les valeurs sont en milliers. Et on va diviser cette différence par 75. Donc, vous faites 100 moins 75 sur 75 fois 100, ça va vous donner un pourcentage de 25%. On peut dire dans ce cas que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 25% par rapport à l'année précédente, ce qui constitue un bon signe de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Un deuxième indicateur qu'on peut suivre également, c'est la valeur ajoutée. Dans ce cas, on peut calculer le taux de croissance de la valeur ajoutée. Et dans ce cas, c'est la même chose. On prend la valeur ajoutée d'aujourd'hui moins la valeur ajoutée d'une année passée, tout ça rapporté à la valeur ajoutée d'une année passée, qui représente une année de référence. Si vous voulez un pourcentage, vous multipliez par 100 tout ça. Et le calcul de ce ratio, ça vous donne de combien la valeur ajoutée croît d'une année à l'autre. Et on peut très bien avoir un taux de croissance négatif. Dans ce cas, on parlerait d'une décroissance de l'activité de l'entreprise. Voilà par rapport à l'activité. On va voir maintenant au niveau profitabilité. Dans ce cas, on peut calculer par exemple le taux de marge commerciale. Sa formule est la suivante. Vous prenez la marge commerciale que vous avez dans les soldes intermédiaires de gestion et vous le divisez par le chiffre d'affaires de la société. Le chiffre d'affaires, c'est toujours hors TVA, car la TVA, ou bien la taxe sur la valeur ajoutée, est neutre pour l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne représente ni produit ni charge pour l'entreprise. Et ce ratio, en fait, ça vous donne combien vous mettez de côté pour chaque vente d'1 euro. Et vous pouvez l'exprimer en pourcentage en multipliant par 100. Dans ce cas, on analyse la marge commerciale par rapport au chiffre d'affaires, mais on peut très bien mettre d'autres indicateurs ici, comme la valeur ajoutée par exemple, et dans ce cas, on parle du taux d'intégration. Et cela vous donne l'importance de la valeur ajoutée générée par l'entreprise par rapport à un chiffre d'affaires donné. Et on peut calculer cette proportionnalité par rapport au chiffre d'affaires de tous les autres résultats de l'entreprise, comme par exemple le résultat d'exploitation ou bien l'excédent brut d'exploitation. Et dans ce cas, on parle du taux de marge brut. C'est un indicateur important pour les investisseurs. Parce que dans cet excédent brut d'exploitation, on ne tient pas compte des amortissements et provisions qui représentent d'un point de vue financier de l'argent qui reste à disposition de l'entreprise. Et on peut très bien mettre ici au lieu d'excédent brut d'exploitation le résultat net de l'entreprise. Et dans ce cas, on parle d'un taux de marge net. Et l'information que vous allez obtenir, c'est simplement combien de résultats dégagés par l'entreprise pour chaque 100 euros de chiffre d'affaires. Et plus ce ratio se rapproche de 100, plus on va en déduire que la profitabilité de l'entreprise est grande. Je vais passer au ratio de rentabilité.
Et dans ce cas, on peut distinguer principalement entre deux types de ratios. Vous avez ce qu'on appelle le taux de rentabilité financière et vous avez aussi le taux de rentabilité économique. Le premier se calcule par le résultat net sur les capitaux propres et l'information donnée par ce ratio, c'est la capacité de l'entreprise à dégager un résultat à partir des capitaux propres. Quand on parle des capitaux propres, on parle des capitaux apportés par les propriétaires de l'entreprise, les associés et les actionnaires. Et donc, l'aspect financier ici de ce taux est lié à cet apport apporté par les propriétaires de l'entreprise. Alors que le taux de rentabilité économique mesure plutôt l'importance de l'excédent brut d'exploitation par rapport aux capitaux permanents. Dans les capitaux permanents, vous avez les capitaux propres plus les dettes à long terme. Et donc ici, l'aspect économique de ce ratio est lié à tous les apports financiers de long terme apportés à l'entreprise, que ce soit par les propriétaires de l'entreprise ou bien les institutions financières comme les banques par exemple. On peut dire dans ce cas que les actionnaires s'intéressent davantage à ce ratio-là, c'est-à-dire le taux de rentabilité financière, et ce ratio de taux de rentabilité économique intéresse davantage les institutions financières pour savoir la solvabilité ou bien la capacité de l'entreprise à dégager des ressources à partir de tous les capitaux, que ce soit propres à l'entreprise ou bien venant des personnes étrangères à l'entreprise. À part ces ratios qui sont très connus, on peut très bien calculer n'importe quel ratio, comme par exemple, si je reviens à mon image ici, je peux prendre cette valeur ajoutée par exemple et calculer la part de cette valeur ajoutée qui revient au personnel. On peut faire pareil par rapport à l'État, c'est-à-dire la part qui revient à l'État de cette valeur ajoutée. Et finalement, ce qui reste de cette valeur ajoutée pour l'entreprise sous forme d'excédent brut d'exploitation. La capacité d'autofinancement. C'est un indicateur très important et très utilisé en finance pour évaluer la performance des entreprises et prendre des décisions d'investissement. En fait, l'idée de l'autofinancement d'une entreprise, c'est sa capacité à générer elle-même de quoi financer ses investissements. Et cette capacité d'autofinancement est différente du bénéfice net de l'entreprise. La différence entre la capacité d'autofinancement et le bénéfice est simple. En fait, le bénéfice est une notion comptable qui se calcule sur base du compte de résultat. On fait produit moins charge et on a notre résultat net de l'entreprise, un bénéfice ou bien une perte. Mais au niveau comptable, on peut inscrire ici des charges qui ne sont pas véritablement des charges au sens où l'argent sort de l'entreprise, comme les amortissements par exemple. Et pareil, du côté des produits, on peut avoir des produits qui ne représentent pas véritablement des rentrées d'argent pour l'entreprise. C'est pour ça qu'au niveau de la capacité d'autofinancement, on ajoute à notre résultat net les charges qui ne donnent pas lieu véritablement d'une sortie d'argent de l'entreprise et on retire des produits, ceux qui ne donnent pas véritablement lieu à une rentrée d'argent au sein de l'entreprise. En d'autres mots, la capacité d'autofinancement peut se calculer par la différence entre produits encaissables et charges décaissables. Les produits encaissables, c'est les produits qui sont véritablement encaissés par l'entreprise. Et les charges décaissables, c'est les charges qui donnent véritablement lieu à une sortie d'argent de l'entreprise. Pour bien comprendre et saisir pourquoi c'est important d'un point de vue financier, cette notion de CAF, eh bien, je vais vous faire un petit rappel. Vous avez en comptabilité deux documents importants, à savoir le bilan et le compte de résultat. Au passif du bilan, on a les ressources dont dispose l'entreprise. Et à l'actif, on a ce que fait l'entreprise avec ses ressources. Les capitaux propres, ça appartient aux propriétaires de l'entreprise. Ça forme en quelque sorte l'investissement propre de l'entreprise qui doit se matérialiser ici dans l'achat de tout ce qui est actif immobilisé. Et le reste des ressources, ça vient des personnes étrangères à l'entreprise. Mais ces personnes-là qui sont étrangères à l'entreprise, avant d'accorder en fait un crédit à l'entreprise, elles doivent
doivent savoir que le financement que l'entreprise fait avec cet argent dégage des bénéfices ici. Ou bien, pour être plus précis, dégage des cash flows ou bien une capacité de financement. C'est-à-dire que le capital propre va devenir plus grand ici, ce qui permettra de financer d'autres investissements. Mais cette capacité d'autofinancement, ça se dégage dans le cycle d'exploitation, où on a par exemple l'achat de matières premières, fabrication des marchandises et puis vente aux clients. Ainsi de suite, on va avoir ici un cycle qui va dégager des cash flows ici. Et ce cycle d'exploitation, ça donne lieu à des sorties d'argent, comme l'achat de matières premières, des marchandises, etc. Et ces sorties d'argent, c'est ce qu'on qualifie de charges, qu'on comptabilise dans le compte de résultat. On va avoir comme exemple achat de marchandises, achat de matières premières, payer des intérêts à la banque. Et en même temps, quand on va vendre aux clients, on va avoir des rentrées d'argent. Et ces rentrées d'argent se comptabilisent comme produits. On va avoir des ventes de marchandises, des intérêts reçus, éventuellement une vente d'une machine, ainsi de suite. Mais en comptabilité, on va intégrer ici, dans les charges, ce qui ne donne pas lieu à une sortie d'argent comme l'achat des marchandises, de matières premières, etc. Et comme exemple de ces charges, les amortissements. Un amortissement est comptabilisé comme charge pour compenser la perte de valeur des biens immobilisés. Si vous comptabilisez ici par exemple une camionnette, cette camionnette va perdre de la valeur d'année en année. Et cette perte de valeur, on la comptabilise comme charge, exactement comme si l'argent est sorti de l'entreprise alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'au niveau de la capacité d'autofinancement, on réintègre au résultat les amortissements comptabilisés comme charge, car ça ne donne pas lieu à une sortie d'argent et donc cet argent reste ici à disposition de l'entreprise qui forme sa capacité à investir en achetant par exemple avec cet argent une nouvelle camionnette à la fin de la durée de l'amortissement. Et il y a d'autres types de charges qui ne donnent pas lieu à une sortie d'argent de l'entreprise, comme les provisions par exemple. Il s'agit d'une somme d'argent que l'entreprise met de côté pour faire face à un éventuel risque qui pourrait se produire. Et dans le cas où le risque ne se produit pas, on fait une reprise de cette charge ici dans les produits. Exactement comme si l'argent vient de rentrer à l'entreprise alors que ce n'est pas le cas. Et donc, dans le calcul de cette capacité d'autofinancement, on retire les reprises parce que ça ne représente pas une véritable rentrée d'argent à l'entreprise. Et on peut calculer cette capacité d'autofinancement à partir du compte de résultat de deux manières possibles. Soit en partant du résultat net comptable, et dans ce cas, on prend le résultat net comptable, on va ajouter les amortissements et provisions, on va retirer les autres produits non encaissables, c'est-à-dire ça ne donne pas lieu à une rentrée d'argent. On retire également les produits de cession d'éléments d'actifs, on ajoute les autres charges non décaissable et puis la valeur nette comptable d'éléments d'actifs cédés, moins le compte 675. En fait, ici, vous avez les comptes du plan comptable, moins les subventions d'investissement verrées au résultat de l'exercice. Et on a une autre façon de calculer la capacité d'autofinancement qui est la suivante. Dans ce cas, on part de l'excédent brut d'exploitation, on ajoute les transferts de charges d'exploitation, les autres produits d'exploitation, on retire les charges d'exploitation, on ajoute la quote-part de résultats sur opérations faites en commun, on réduit la quote-part de résultats sur opérations faites en commun, on ajoute les produits financiers, on retire les charges financières, mais à part les reprises sur dépréciation et provision. Et B, c'est les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions financiers. Et puis on ajoute les produits exceptionnels, sauf les produits des cessions d'immobilisation, quote-part des subventions d'investissement verrées au résultat de l'exercice, reprises sur dépréciation et provisions exceptionnelles. Après, on retire les charges exceptionnelles décaissables, sauf la valeur comptable des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions exceptionnelles. Et puis on retire les participations des salariés au résultat et on retire également impôt sur les bénéfices. Voilà en détail comment on procède pour calculer la capacité d'autofinancement d'une manière, on va dire, très professionnelle, en se basant sur les comptes du plan comptable. Mais l'essentiel en tout ça, c'est de comprendre la signification de la capacité
capacité d'autofinancement qui consiste simplement à savoir combien l'entreprise peut générer comme ressources afin de financer elle-même ses investissements. J'aimerais bien parler d'un autre indicateur important en finance, à savoir EBITDA. Il s'agit d'un terme développé au départ aux États-Unis et sa signification en anglais, c'est Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. En français, ça donne bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. En fait, il s'agit d'un indicateur équivalent à ce qui est utilisé en France, à savoir l'excédent brut d'exploitation. Et qui représente, si je prends ce schéma qui résume les soldes intermédiaires de gestion, l'argent généré par l'activité d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire son activité principale, avant l'amortissement et les provisions. C'est en quelque sorte la part de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise une fois qu'on paye les salaires et les impôts. Et là, on ne parle pas d'impôts sur les sociétés, ça intervient plus tard. Et donc, il s'agit d'un bon indicateur pour savoir si l'activité de l'entreprise a la capacité de générer des ressources à l'entreprise. En fait, le calcul de cet indicateur se base exactement sur le même principe que ce qu'on vient de voir par rapport à la capacité d'autofinancement. Sauf qu'au niveau capacité d'autofinancement, on s'intéresse aux résultats nets de l'entreprise, alors qu'au niveau EBITDA, on ne s'intéresse qu'aux résultats d'exploitation. Donc, on ignore l'activité financière et l'activité exceptionnelle de l'entreprise. L'un des indicateurs importants utilisés dans ce cadre, c'est la dette de l'entreprise divisée par l'EBITDA. Et la signification de ce ratio est très important parce que ça donne le délai minimal de remboursement de la dette à partir de l'argent dégagé par l'activité d'exploitation de l'entreprise. Et là, vous avez une évaluation dynamique de l'entreprise qui a plus de sens que l'évaluation du patrimoine de l'entreprise. Je vous rappelle que la méthode patrimoniale de l'évaluation d'une entreprise essaye de donner une valeur juste à ses capitaux propres qui sont déjà utilisés pour acheter des actifs ici. Donc, avec la méthode patrimoniale, on évalue les actifs ici en tenant compte des dettes qu'on retire de cette évaluation. Mais cette méthode ne dit rien sur la capacité de ces capitaux propres à générer des profits. C'est pour ça que si on utilise des indicateurs qui viennent plutôt du compte de résultats, on peut avoir une information qui a plus de sens par rapport à l'évaluation de l'entreprise. Car avec cet indicateur, par exemple, on peut savoir dans combien de temps, en fait, cette activité engagée par ces ressources financières ou bien l'argent généré par cette activité peuvent rembourser la dette de l'entreprise, principalement celle de long terme. Et donc, dans ce cadre, c'est plus important d'évaluer une entreprise sur base de sa capacité à générer de l'argent. Et dans ce cadre, on peut avoir un multiple de cet indicateur EBITDA. Si par exemple la dette de l'entreprise sur EBITDA donne la valeur de 4, on peut dire que l'argent généré par cette activité permet de rembourser la totalité de la dette dans un espace de 4 ans. Et dans ce cadre, on peut appliquer un multiple à EBITDA pour trouver la valeur de l'entreprise. La formule est la suivante: la valeur de l'entreprise est égale EBITDA fois un multiple moins les dettes plus la trésorerie non nécessaire à l'exploitation. Et ce multiple peut être compris entre 4 et 6 généralement. Discounted cash flow. C'est une méthode d'évaluation des entreprises. Il s'agit de la méthode des cash flows actualisés. Dans ce cadre, on se réfère à des données prévisionnelles que l'entreprise peut avoir dans son plan financier. Et dans le cadre de cette méthode, on va faire appel aussi à des techniques utilisées aux mathématiques financières pour effectuer tous les calculs nécessaires. Tout d'abord, il faut savoir comment calculer les flux de trésorerie, ou bien ce qu'on appelle le cash flow. Pour cela, il y a plusieurs méthodes, mais je peux vous présenter cette méthode plus facile à appliquer. On part de notre excédent brut d'exploitation, on soustrait l'impôt sur les sociétés, on diminue l'augmentation ou bien la variation du besoin en fonds de roulement, on ajoute les dotations aux amortissements et provisions, on soustrait les investissements, et avec ce calcul, on arrive au flux de trésorerie disponible, ou bien ce qu'on appelle free cash flow
en anglais. Maintenant, une fois qu'on a à disposition ces flux, si par exemple ces flux portent sur 5 ans, on va dire qu'on cherche la valeur aujourd'hui de l'entreprise qu'on va nommer par V et que sur 5 ans par exemple, on a des flux de la trésorerie qu'on va appeler F1, F2, etc. Donc, d'après cette méthode, la valeur de l'entreprise n'est rien d'autre que l'actualisation de ces différents flux à la date d'aujourd'hui, auquel on ajoute la valeur résiduelle à la 5e année. Ici, on suppose que les prévisions des cash flows se limitent à la 5e année. Cette actualisation s'effectue à un taux R déterminé par exemple en fonction du taux d'intérêt auquel on ajoute un pourcentage lié au risque. Et donc la détermination de ce R est différente d'un secteur à l'autre et d'une activité à l'autre en fonction du risque de chaque projet. On peut prendre ici un exemple pratique. Ces calculs peuvent se faire par ce qu'on appelle également la VAN, la valeur actuelle nette. On va prendre un exemple pour bien saisir ce principe. On va dire par exemple que vous achetez un bien immobilier à 150 000 euros. Avec ce bien immobilier, vous espérez générer les cash flows suivants. Là, à la date 0, vous avez votre investissement. La première année, on va dire 5 000 euros. La deuxième, 8 000 euros. La troisième, 10 000 euros. Et à la quatrième année, on va dire que vous vendez la maison à 200 000 euros. Dans ce cas, la valeur actuelle nette est égale à tous ces cash flows que votre bien immobilier va générer, actualisés à la date 0, pour pouvoir les comparer avec notre prix d'achat du bien immobilier. Donc, on fait tous ces cash flows actualisés à 0 moins notre investissement initial. Si cela donne une valeur positive, alors le projet est rentable. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire la vanne est négative, dans ce cas, le projet n'est pas rentable. Donc, notre calcul va être le suivant, moins 150 000 plus 5 000 actualisés une période avant. On va prendre un taux d'actualisation de 10%, plus 8000 actualisés 2 périodes avant, donc on va mettre puissance 2 ici, plus 10 000 actualisés 3 périodes avant, donc puissance 3, plus 200 000 actualisés 4 périodes avant. Et voilà le calcul qu'il faut faire pour savoir si le projet est rentable ou pas. Et si on calcule tout ça, on va avoir une vanne positive de 5273. Donc le projet, d'après cette méthode, est rentable. Alors ici, puisqu'on a une valeur positive, on peut se demander c'est quoi en fait le taux de rentabilité de ce projet. Pour trouver ce taux de rentabilité de ce projet, on va remplacer le 10% ici dans la formule par ce taux de rentabilité qu'on peut nommer petit r. C'est bien ce qu'on appelle en finance le taux interne de rentabilité. Et puis, une fois que vous remplacez ce 10% par R, on égalise cette formule avec 0, ce qui nous donne cette formule-là. Pour trouver notre taux interne de rentabilité, on peut essayer ici plusieurs valeurs de R jusqu'à ce qu'on obtient le résultat ici de toute cette formule égale 0. Mais là, ce qu'on sait, c'est que R est supérieur à 10, puisqu'avec 10%, on arrive à une vanne positive. Si je donne à R la valeur de 12%, j'obtiens une vanne de moins 4937. Et si je donne à R une valeur de 11, et ça donne une vanne positive de 55. Et dans ce cas, on peut estimer que le taux interne de rentabilité est proche de 11%. Ça peut être un petit peu au-dessus de 11%, mais approximativement, on peut dire que c'est 11%. Le calcul du taux interne de rentabilité est important pour comparer par exemple entre la possibilité de placer l'argent à la banque avec un taux d'intérêt connu ou bien investir dans un projet qui permet de dégager une certaine rentabilité. Ce qu'on peut calculer également dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle l'indice de profitabilité. Cet indice se calcule à partir de la vanne qu'on divise par l'investissement plus 1. Si on applique ça à notre cas, on va avoir un indice de profitabilité égal 5273 sur 150 000 euros plus 1, ce qui fait 1,035. Maintenant, il faut savoir interpréter ce résultat. On peut juger un investissement profitable si l'indice de profitabilité
est supérieur à 1. C'est bien le cas ici et on peut dire que tout ce qui dépasse 1 représente la rentabilité pour chaque euro investi. Dans ce cas précis, pour chaque euro investi, on peut avoir une rentabilité de 0,035 ou bien 35 euros pour chaque 1000 euros investis.